voulais dire merci particulier à une personne qui est venue depuis la France, pas uniquement pour moi, Madame Hélène Roy. Hélène Roy, merci. Merci beaucoup parce que elle me suit énormément sur les réseaux sociaux et je ne la connaissais pas du tout de visu. Et puis là, franchement, elle vient avec son fils. Je suis vraiment très contente. D'autant plus que nous sommes dans beaucoup de forats communautaires, etc. Mais quand on peut organiser quelque chose, il y a très peu de personnes qui viennent nous soutenir. Merci encore, Hélène Roy. Et surtout, j'espère qu'elle prendra aussi la parole, puisque le cadenas, le cahier d'un détour au pays natal, part du postulat de Aimé Césaire, qui parlait d'un cahier d'un retour au pays natal. Tout à l'heure, Elisabeth Assia, vous savez que Aimé Césaire n'était même pas connu en France? Non. C'est quand il est mort que les Français ont découvert qu'il y avait Aimé Césaire qui existait. Parce qu'après, il est allé jusqu'au Panthéon, hein. Mais ils ne savaient pas qu'Aimé Césaire existait. Je veux dire, la génération, les jeunes, bon, maintenant les intellectuels certainement, mais peut-être qu'ils n'avaient pas intérêt à ce qu'on connaisse vraiment son œuvre. Donc on le connaissait très peu. Et là, Aimé Césaire, par exemple, aujourd'hui, a des métros. Moi, le métro qui est près de chez moi, je dirais que c'est la ligne 12, il y a un des métros qui porte le nom d'Aimé Césaire. Beaucoup de personnes de la diaspora que nous sommes, parce que le cadenas parle de la problématique effectivement de la diaspora. Parce que la diaspora, nous avons réussi, je ne parle pas de la diaspora camerounaise en particulier, parce que je ne peux pas comparer la diaspora malienne, la diaspora sénégalaise à la diaspora camerounaise. Quand je suis partie en France et que je reviens au Cameroun, je fais des détours au Cameroun, on dit toujours rentre chez toi. J'ai travaillé dans une télévision comme chroniqueuse. Je fais des chroniques, on me dit rentre chez toi, tu es venu prendre le boulot des Camerounais. Je suis née au Cameroun, j'ai grandi au Cameroun, comme beaucoup de personnes, justement, qui sont de la diaspora, la plupart des personnes sont nés au Cameroun, ont grandi au Cameroun. Les parents ont travaillé ici. Donc, nous avons une dette, une responsabilité. Parce que les fondamentaux, on les a acquis au Cameroun. Quand nous sommes partis en Europe, nous avons offert notre savoir-faire. Mais les bases ont été acquises au Cameroun. Nous ne devons jamais l'oublier. Maintenant, nos enfants qui sont nés là-bas, c'est autre chose. Mais nous, moi je suis née à Yaoundé, j'ai grandi un peu partout, puisque mon père était administrateur civil, donc fonctionnaire. Donc j'ai voyagé à travers le Cameroun, donc je me devais. D'ailleurs, quand je partais en France, mon père m'a dit, tu pars, tu dois rentrer. Après, c'est l'enjoy, comme on dit, l'enjoyment de la France, de l'Europe qui a peut-être fait que je reste, mais aussi peut-être parce que ce que je voulais faire n'était pas en adéquation avec l'environnement camerounais. Je voulais être artiste, comédienne, humoriste, tout ça. Sacrilège. On t'envoie en France pour faire l'école. Tu me dis que tu veux être quoi? Il ne faut pas... nos parents ont souffert. Parce que les talents, après, se révèlent là-bas. Qu'ils soient bons ou mauvais, c'est le jugement de valeur. Mais les talents, c'est un pays où on vous laisse faire ce que vous voulez, entre guillemets. On vous laisse explorer vos capacités et il y a les moyens qui sont en œuvre pour ça. J'ai voulu faire de la danse pour être chorégraphe, metteur en scène.
Voilà, donc on a tous les champs possibles qui s'ouvrent à nous et on le fait. Mais je vous parle d'une génération qui est partie en France dans les années, pour moi, 80, finalement, où on partait en France pour faire des études. Contrairement aujourd'hui, et quand on partait à l'époque, toute la famille venait, hein, élèves, on faisait la fête. Aujourd'hui, quand tu pars, tu caches, tu ne dis à personne. Parce que tu as peur que la sorcellerie, tu as peur aussi que par exemple, on te vole ton passeport, qu'on te lance un mauvais sort. Bref, il y a des raisons que nous, aujourd'hui, ne comprenons pas. Mais à notre époque, les années 80, toute la famille était réunie et vous accompagnait à l'aéroport. Et nous, on pleurait dans l'avion. On pleurait, on ne voulait pas partir. On ne comprenait pas pourquoi nos parents nous envoyaient en Europe. Et nous pleurions énormément. Sauf que nous, notre génération, dans les années 80, de départ en France, pas d'âge, on a toujours gardé cette idée de rentrer au pays. Parce que ce Cameroun qu'on a connu était merveilleux. Parce que nos parents nous disaient, rentrez pendant que je suis encore vivant. Donc, on n'a pas perdu ça de vue. Et du coup, on fait vivre à nos enfants un calvaire. Nos enfants qui sont nés là-bas. Chaque fois, on leur martèle. Où ils entendent les parents dire, un jour ou l'autre, je vais rentrer au pays. Un enfant qui est né en France, qui a grandi, je vais dire n'importe quoi, à Saint-Denis, qui est plus proche de son voisin de Saint-Denis que d'être même de son cousin qui vit ici, qu'il n'a jamais vu. Mais il entend ses parents tout le temps dire vraiment, il faut qu'on rentre au pays, on va en vacances au pays, on va faire. Bref, donc ils sont dans une dualité sociétale qu'on ne peut pas imaginer. Et en même temps, à l'école, on leur dit, vous êtes français, il faut vous intégrer. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de petits Africains en France qui ont des problèmes d'identité. Beaucoup de délinquance, de drogue, de ce genre de type de problème. Donc nous voulons rentrer au pays. On veut faire des détours au pays, mais on nous martèle rentrer chez vous. Mais on accepte le chinois, les étrangers qui sont là, on leur donne de la place. Mais nous qui avons grandi ici, mais d'où est sorti, d'où est venu ce désamour de nous? Vous avez réussi, quand je dis vous, nous avons réussi à nous dégoûter de l'Afrique du Cameroun. Je suis arrivé ici le 22 février, oui, le 22. J'étais à l'aéroport de Bruxelles et j'entendais mes frères camerounais, puisque quand on se retrouve dans l'avion ou à la salle d'embarquement, tout le monde se sourit. Je ne te connais même pas. Mais comme on est tous des Camerounais, pratiquement, on se parle. Qu'est-ce que j'entendais? Ayo, j'espère qu'on va rentrer vivant. Moi, je vais dans un meublé, hein, parce que la famille, là, vraiment, va encore me dépouiller. C'est ce que j'entendais de la diaspora qui venait au Cameroun. Il ne faut pas que je mange chez n'importe qui, ou n'importe où. Oh, mon passeport va me le voler. Il faut que je cache mon passeport. On va me voler mon passeport. Tu as appris qu'on a empoisonné à côté. On a empoisonné. On n'entendait que ça. Donc je suis retournée, je leur ai demandé, si vous avez autant peur de votre pays, pourquoi vous y allez? Tout ce que vous dites là, les blancs qui sont autour de vous, vous entendent parler. Moi, je connais des blancs qui ne viendraient au Cameroun pour rien au monde. Et pourtant, ils ne sont jamais venus au Cameroun, rien qu'à entendre ce que les Camerounais disent de leur propre pays. Ils n'osent pas venir. Moi, j'ai un beau-fils qui n'ose pas, il dit que non, il paraît qu'on empoisonne les gens là-bas. Je dis, mais depuis quand on est le fabricant de poison, ou producteur de poison?
est-ce qu'on a réussi à dégoûter la diaspora à tel point qu'elle dénigre elle-même son propre pays? Pourquoi? Comment? C'est le cadenas. C'est de ça que je parle également, le cadenas. Et à travers mes détours ici, mes nombreux détours ici, au Cameroun, j'ai réussi à collecter des éléments, à faire des recherches, à parler avec les gens. Beaucoup de gens de la diaspora viennent ici au Cameroun, sont dans les meublés peut-être, et se déplacent avec des taxis-courses ou des voitures particulières. Moi, j'ai choisi de me déplacer en moto ou alors me déplacer en taxi ramassage. Là, sur mon quartier, les gens rigolent tous les jours. On me dit, toi, tu viens de la France. Parce que je pense que en le faisant, je veux comprendre ce que le peuple pense de nous, ce que le peuple pense d'eux-mêmes. Et j'ai appris. Le cadenas, c'est la résultante de ce que j'ai entendu ici, ce que j'ai entendu en France ou en Europe et ce que j'ai vu. Si vous ne nous acceptez pas, alors que nous sommes de ce pays-là, qui va nous accepter? Du coup, nous devenons comme des apatrides, où on n'a pas réellement d'endroit où aller. Déjà qu'en France, en Europe, moi je parle de la France, puisque c'est là que j'ai vécu le plus longtemps, j'ai l'impression que nous nous dévalorisons beaucoup. Et je suis très contente qu'il y ait la diaspora qui est là, parce que vous allez donner votre point de vue là-dessus. Je vais vous raconter l'anecdote simple. Lorsque je travaillais à la CAF, c'est la caisse d'allocation familiale extraordinaire. C'est la branche famille de la sécurité sociale. Parce que comme vous savez, en France, il y a un système de sécurité sociale. Il y a la CAF, donc la branche famille. Il y a la CEPAM, c'est la caisse primaire d'assurance maladie. Ça, c'est la maladie. Il y a la CNAF, la caisse de la vieillesse. Et il y a ARCOS, l'URSSAF, l'organisme qui recueille l'argent pour pouvoir reverser aux familles. Donc, j'étais à la CAF comme technicien de conseil. Et j'avais un collègue, moi j'étais au bureau, il était vigile. La CAF verse des allocations en général tous les 6 du mois. Donc, le plus pauvre en France a 526 €. C'est-à-dire que quand tu n'as pas d'argent, je vais les trahir aujourd'hui. En même temps, je les trahis, là, mais en même temps, vous saurez qu'ils n'ont pas grand-chose. Mais 500 €, ça fait 300 000 francs ici. Donc même le plus pauvre, celui qui n'a pas d'emploi, zéro revenu, a ce qu'on appelle le RSA, le revenu de solidarité active. 526 € à peu près. Donc je travaille à la CAF et cette personne travaille, cet Africain travaille comme vigile. Tous les jours, je le vois. Ça va, oui, ma soeur. Ok. Un jour, un allocataire, donc qui n'a pas reçu son argent le 6, est venu se plaindre. Et comme c'est un argent qui sert aux familles, ce monsieur était très en colère. Et il a voulu planter la technicienne conseil qui était en face de lui. Et c'est là où le directeur est descendu en disant, mais qu'est-ce qui se passe ici? Tout vous criez, tout ça. Et c'est ce monsieur a dit, je vais vous porter plainte à vous la CAF. C'est là où le noir, l'Africain a commencé à dire, non monsieur le directeur, ne vous inquiétez pas. La loi dit que ça, la loi, sur le coup le directeur n'a pas réagi. Chaque fois que l'allocataire disait qu'il allait porter plainte pour telle ou telle chose, le gars disait au directeur, monsieur, la loi tant dit ça. L'instant passé, le directeur est remonté et il a donc convoqué ce gars en disant, mais attends, toi là, tu es là en bas, tu es vigile. Comment se fait-il que tu sois au courant de
toutes ces lois-là, toutes ces lois. Parce que dans mon pays, je suis avocat. Tu es un avocat et tu es vigile ici. Oui, mais il faut bien que ma famille mange, que je nourrisse ma famille. Mais ce n'est pas une raison pour te dévaloriser. Tu dois postuler en fonction de tes capacités, de tes diplômes, de tes compétences. Donc, dès le départ, quand on part, on veut toujours se dévaloriser nous-mêmes. Aujourd'hui, dans les sociétés françaises, les grandes sociétés, je vous assure, on trouve que les Maghrébins, les Maghrébins, c'est eux qui ont verrouillé le système. Tu ne verras pas, s'il y a une société de télémarketing, par exemple, tu verras la responsable, le superviseur, le manager, c'est une fille marocaine, algérienne, tunisienne. La camerounaise, l'ivoirienne, elle est toujours téléconseillère. Ça fait 5 ans qu'elle est là. Tu demandes, mais pourquoi tu ne veux pas postuler? J'ai pas envie d'avoir des problèmes, je veux rester. Mais, donc on ne veut pas s'élever. Heureusement que, bon, quand on vient ici, les salaires sont peut-être, ce qu'on gagne là-bas, sont des salaires qui valorisent ici, les euros valorisent ici en Afrique. Donc, c'est tout ce système-là de dévalorisation de nous-mêmes. Quand on arrive ici, on se sent important. On se sent important devant nos frères, nos cousins, mais on oublie une chose. Le fait que nous soyons partis, parce que nous avons vécu à une période où il y avait encore l'intégrité, je le dis carrément, cash, nos parents ne volaient pas. C'est pour ça que moi-même je suis pauvre aujourd'hui. Parce que nos parents ne volaient pas. Parce qu'avec les postes que nos parents avaient, souvent les gens me demandent que mais ton père n'a pas construit l'immeuble, il gardait l'argent de l'État, trésorier payeur général, il n'a pas volé, même pas un immeuble. Aujourd'hui, donc à notre époque, on ne volait pas. Donc on a eu cette éducation avec des valeurs qu'on aurait dû perpétuer auprès de nos jeunes frères. Et nous sommes restés là-bas. Et cette culpabilité latente que nous avons, aujourd'hui, nous essayons de rattraper ça en venant. Et quand nous venons ici, et comme nous disons, on ne nous accepte pas, on nous regarde toujours comme des gens, l'argent, les euros. Tu vas dans une église pour prier, peut-être, le pasteur va te citer, il ne te connaît pas, il va te citer nommément. Et tu as seulement les euros. Tu es là, tu te dis, mais. Et on te demande de cotiser plus que tout le monde. Donc on a souvent l'impression que nous ne sommes pas appréciés à notre juste valeur. Et que la diaspora a été écartée du jeu économique, du jeu social, même du jeu politique, puisque la double nationalité n'est pas reconnue au Cameroun. Or, dans tous les pays d'Afrique, c'est possible. On peut avoir 2 passeports. Même si au Cameroun, on peut, si et on peut faire tout. Mais rien n'est au départ, on nous enlève de ce statut-là. Donc forcément, il y a beaucoup de fantasmes qui naissent quand la diaspora vient ici, au Cameroun. Donc pour conclure mon propos, malgré tout, j'ai toujours dit à mes amis qui sont en France que le gâteau là, il ne m'échappera pas. Même si on me dit, on me fustige, on me vilipende au Cameroun, je vais toujours venir et je vais investir au Cameroun. Je vais prendre là-bas pour amener ici. Parce que ce pays-ci je suis reconnaissante envers ce pays et c'est ce pays qui m'a fait grandir. Et les fondamentaux que j'ai acquis dans ce pays-ci, au Cameroun, que j'ai ramené en France ou en Europe et que j'ai donné toute ma force active à un moment donné là-bas, je dois me racheter dans ce pays et aider les jeunes. Et mon combat actuel, c'est ça. C'est quoi? C'est que je dis à la diaspora, lorsque vous venez au Cameroun
pour vos 5 semaines de congés payés. La rue de la Joie, là, on a fait le tour. La clé, on a fait le tour. Investissez-vous dans votre domaine de compétences sur telle ou telle activité. Moi, en tant qu'écrivaine, j'ai un centre culturel à Bangui, que j'ai ouvert à Bangui. Personne ne vient. Parce que au quartier, on me demande, Madame, c'est une église. Madame, quand je viens, j'ai créé la chorale pour l'amour du chant. On aime chanter. Quand la chorale le soir arrive, on chante. C'est quelle église? Je peux venir, vous allez me bénir. Ouais. Une fois même, je suis allée acheter mon eau minérale que je bois normalement. Madame, c'est l'eau bénie. Ouais. Vous me donnez les pouvoirs que je n'ai pas. Quand on parle d'église, là, le Camerounais est fort. Je ne dis pas, c'est pas le jugement de valeur. Mais, d'ailleurs, des cambrioleurs sont rentrés chez moi 2 fois depuis que je pars, quand je pars en France voir mes enfants. Qu'est-ce qu'il y a des livres? Je vous assure, le pays organisateur, la débat, il y a des livres de collection qu'ils ont pris la télé. 2 fois de suite, ils ont pris la télé et ils ont laissé tous les bouquins que j'ai chez moi, que mon père m'a légué. Dans un pays où on vous donne la télé et on laisse les livres, où est-ce qu'on va? Et ils avaient le temps de voler tout ce qu'ils voulaient, puisque toute la soirée, il n'y avait personne, la maison était abandonnée, je n'étais pas là pendant 2 mois. Donc ils avaient le temps même de revenir, d'ouvrir encore la porte. Ils avaient laissé l'arrache-cour partout, d'ouvrir et de voler les bouquins. Non, ils ont pris la télé, ils ont pris le gaz, ils ont même pris le tendeur. Ils sont partis, ils ont laissé les livres. Notre devoir, en fait, nous la diaspora, parce que comme on me dit tout le temps rentre chez toi, je me dis que bon, finalement, je ne me sens pas tellement à l'aise. Parce que si on me dit de rentrer chez moi, alors que je suis né au Cameroun, j'ai grandi ici, et qu'on me dit de rentrer chez moi, donc je dois à chaque fois me justifier que non. Quand je donne ma généalogie, est-ce que vous voyez le nom d'un blanc dedans? Non. Seule ma généalogie me donne l'orientation d'où je viens, qui je suis et où je vais. Et toute la diaspora, nous qui restons, ceux qui restent là-bas, sans venir au Cameroun, en disant que c'est leur pays. Le Cameroun n'est pas le cimetière des éléphants où on vient être enterré. Parce que beaucoup vous diront que ce pays est moche, ce pays, les Camerounais sont méchants. Les Camerounais, quand ils meurent, ils veulent qu'on les enterre. Où? On va vous enterrer, qui va encore vous pleurer, puisque vous êtes restés là-bas. D'ailleurs, il paraît que vous ne voulez même plus nos corps. Il paraît qu'il y a des familles qui ne veulent plus les corps, les cadavres des gens qui viennent d'Europe. Parce que tu restes là-bas 20 ans, tu ne fais même pas un puits pour ton village. Et quand tu meurs, on va mettre les panneaux solaires, on va mettre les trucs partout. Il y a les familles qui ne veulent plus les corps de la diaspora. Donc le but aujourd'hui, c'est de réconcilier les deux. Mais comment on va faire? Comment on va nous enlever notre complexe de supériorité que nous avons quand on vient au Cameroun? Et comment on va faire pour vous faire comprendre qu'on bosse dur là-bas pour réussir? Très dur. On se lève le matin à 6 h, on court dans les métros pour aller travailler. Avant d'aller dans le métro à 6 h, sous le froid, tu dois d'abord accompagner l'enfant à la crèche. Et quand on dit que le froid, c'est que genre, la glace tombe du ciel. Que le glace, tu vas ton enfant, tu réveilles ton enfant à 5 h, tu l'amènes à la crèche. Tu vas travailler. Tu fais 1 heure de trajet pour aller travailler, 1 h, 1 h 30. Tu reviens le soir, tu dois aller prendre l'enfant à la crèche. Et après, tu dois rentrer à la maison pour préparer et manger. Tu fais ça pendant 40 ans. Pour gagner parfois le SMIC, puisque c'est le SMIC que tu gagnes. La seule chose, vous direz le contraire si je me trompe, pour moi, la seule chose qui est extraordinaire là-bas, c'est que ce sont des pays organisés. Et on a la paix psychologique.
sincèrement, quand je suis au Cameroun, je fais tout pour ne pas tomber malade. Parce que j'ai peur. Je me dis que maintenant, si je tombe ici, qu'est-ce que vous allez faire? Moi, je vous pose pas la question. Vous allez me répondre. Si je tombe maintenant, vous allez faire quoi? Vous allez dire, amenez-la à la mort. Elle est morte. Parce que ici, c'est l'homme de la rue même qui détermine la mort de quelqu'un. Oui. C'est l'homme de la rue qui dit, on regarde comme ça. Ah, dis donc, allez à la morgue, elle est morte. Ouais. On a fait ça à une fille, hein. Elle est tombée de moto. On dit, ah, elle est morte. Non. Oui, ça va très vite. Là-bas, au moins tu sais que la santé, on sait que la santé, c'est ça qui est le plus important quand tu es en bonne santé. Là-bas, tu tombes là maintenant. Je vous dis que même les pompiers qui viennent, ils sont tellement beaux que vous guérissez même, avant même qu'ils ne vous touchent. Oui. Et ils viennent dans la minute qui suit. Et on ne te demande pas 5 francs. Quand le pompier vient là, il te soigne, il t'ausculte. Il est en contact avec le médecin à l'hôpital. Il est en train de parler. Quand il part, il ne te demande pas 1 centime. Il t'amène à l'hôpital, on te soigne. On ne te demande pas 1 centime. Après, on t'envoie chez l'assistance sociale. Tu dis, oui, je n'ai pas l'argent, je suis pauvre. Tu racontes ta vie à l'assistance sociale. Et après, on te prend en charge. Ça, c'est quelque chose que, tout ça, qui est vrai. Et c'est pourquoi? Parce qu'il y a la sécurité sociale et un système très simple où on te prend de l'argent. On te prend peut-être 2000 francs tous les mois sur ton salaire. 2000 francs, je ne sais pas combien on prend. Hein. Mais... Et comme on n'est pas tous malades en même temps, quand c'est toi qui es malade, c'est mon argent qui te soigne. Quand c'est moi qui suis malade, c'est ton argent qui me soigne. Simple comme bonjour. Après, évidemment, il y a aussi les entreprises qui cotisent également les charges. Voilà un peu cette dualité sociétale que nous avons avec nos frères de notre pays. Par contre, quand vous voyez la diaspora sénégalaise, la diaspora malienne, ce n'est pas pareil. Ils sont beaucoup mieux acceptés et ils investissent énormément dans leur pays. Et nous, quand on vient ici, c'est vrai que moi, je vois beaucoup de mes compatriotes qui investissent sur des meublés. J'ai un compatriote qui est venu ici, un frère qui est venu ici, un monsieur de Bafan. Il est allé à Bafan, il est tombé gravement malade. Il me dit, Jean-Louis, j'ai failli mourir. Votre pays là, il n'y a même pas les hôpitaux. À Bafan, il n'y a rien. Et tout. J'ai dit, mais tu as investi au pays, non? Il me dit, oui. Dans quoi? J'ai une quincaillerie, j'ai un immeuble, j'ai un truc de transport. Je lui ai demandé que ça, alors ça t'a soigné alors. Tu as failli mourir ici, on t'a ramené en France. Tu n'aurais pas pu construire dans ton village un petit dispensaire. Tous les mois, quand tu viens ici, tu apportes donc les médicaments, tu apportes les couveuses, tout ça. Tout ce que tu as fait là, les meublés. Que ces meubles-là ont contribué à te soigner. Donc, en fait, nous devons investir dans ce qui peut nous aider nous-mêmes. Dans ce qui peut nous aider nous-mêmes, puisque nous savons qu'en général, l'État a démissionné, nous devons donc nous aider nous-mêmes en investissant dans des secteurs prometteurs. Je vous remercie beaucoup. Une expérience